à tous, merci d'avoir choisi Mandarin TV et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine et les relations franco-chinoises. Voici les titres de l'actualité. L'armée chinoise simule dans une vidéo l'attaque de ce qui semble être une base américaine. Covid-19, des étudiants chinois révoltés face aux restrictions imposées sur les campus. Un étrange liquide découvert dans une ancienne tombe de plus de 2000 ans vient d'être identifié. Un boulanger allemand installé en Chine aide les sourds à gagner de l'argent. Et pour finir ce journal, nous nous rendrons dans le département autonome kazakh d'Ili au Xinjiang à la découverte des Chibés, connus pour leur riche culture allant de leurs vêtements traditionnels à la broderie et au tir à l'arc. Les tensions entre la Chine et les États-Unis s'intensifient. Par provocation, un dirigeant d'État américain s'est rendu le week-end dernier à Taipei. La Chine a répliqué avec des exercices militaires près du détroit de Taïwan. L'armée de l'air chinoise a ensuite posté sur son compte Weibo une vidéo montrant des bombardiers effectuant une simulation d'attaque de ce qui semble être la base aérienne américaine d'Andersen sur l'île de Guam dans le Pacifique. La vidéo de 2 minutes et 15 secondes intitulée « Le dieu de la guerre H-6K passe à l'attaque » montre des bombardiers décollant d'une base située dans une zone désertique. On y voit ensuite un pilote tirer un missile sur une piste d'atterrissage non identifiée, puis une photo satellite montrant une base dont le plan ressemble à la base aérienne américaine d'Andersen sur l'île de Guam dans le Pacifique. L'armée de l'air chinoise déclare dans le descriptif de la vidéo qu'elle est le défenseur de la sécurité aérienne de la patrie et que sa mission est de toujours défendre la sécurité du ciel de la patrie. Une partie de la jeunesse chinoise craque face aux restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. La Chine semble pour le moment débarrassée de l'épidémie, mais la plupart des campus restent confinés et les étudiants ne cachent pas leur colère. Dans une circulaire datant du 13 août, le ministère de l'Éducation et la Commission nationale de la santé ont recommandé à tous les étudiants de rester sur les campus pour éviter une nouvelle propagation du coronavirus. Une recommandation appliquée à la lettre par les recteurs. Comme pour Zhu, étudiante en droit à Beijing, qui explique qu'elle et ses camarades sont arrivés à la fac le 12 septembre et qu'ils doivent rester dans leur chambre. Les étudiants n'ont pas le droit de sortir, mais les personnels du réfectoire peuvent. Les résidents du campus, les livreurs et les visiteurs aussi peuvent aller et venir comme bon leur semble. Seuls les étudiants sont consignés. Des étudiants consignés alors que les professeurs et certains personnels ne le sont pas. Dans une enquête publiée par China Newsweek, 93% des personnes interrogées disent ne pas comprendre l'enfermement des étudiants, si d'autres peuvent aller et venir. Certains étudiants ont aussi manifesté leur fatigue des contrôles de santé à répétition. Liu Ziyu, étudiante en médecine à Wenzhou, dans la province du Zhejiang, explique que chaque jour, nous devons rapporter notre état de santé aux autorités et vu que nous ne sommes pas autorisés à sortir, on commande nos repas à l'extérieur. Les livreurs n'ont pas le droit de rentrer, ils déposent les commandes devant la porte du dortoir. Barricades à l'entrée des campus, thermomètres infrarouges et gardiens en uniforme qui filtrent les allées et venues, notamment pour les livreurs. La plupart sont interdits d'entrer. Sur les réseaux sociaux, certains se plaignent des files d'attente à la cantine et du prix des repas. Zhu raconte que le prix des repas a augmenté à la cantine. C'est la même chose dans les épiceries du campus. Les fruits notamment coûtent plus cher, les prix augmentent et la qualité se dégrade. Ce qui frustre ces étudiants, c'est aussi le fait que la Chine, depuis plus d'un mois, maintenant n'affiche pas de nouveaux cas de contamination, même si les autorités sanitaires restent prudentes. Des règles qui ne passent pas et des étudiants qui tentent par tous les moyens de s'évader. 8 mois après le blocage de la mégapole de Wuhan, des étudiants de l'Institut d'éducation physique de la capitale du Hubei ont mis les voiles en empruntant un bateau sur un lac bordant le campus, fatigués visiblement des cours en ligne. Liu Ziyu précise que les 3 premières semaines, c'était surtout des cours en ligne et s'il y avait classe, c'était avec des sièges espacés. Pour la fête nationale, les élèves ne pourront pas quitter la ville. Même pour sortir du campus, il faut une permission spéciale. De nombreux étudiants se font du souci pour les vacances. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Je reste à la fac. Le hashtag faut-il barricader les campus a fait près de 500 millions de vues. Dimanche, la Chine a annoncé qu'elle lancerait le 7e recensement national de sa population à partir du 1er novembre prochain. Une opération monstre dont le résultat sera particulièrement scruté. Comment compter le nombre d'habitants du pays le plus peuplé au monde? Pour mener à bien ce recensement, environ 7 millions d'employés gouvernementaux se rendront dans les foyers pour des opérations d'enregistrement.
Ils devront collecter les noms, les numéros de carte d'identité, le genre, la situation familiale, mais aussi les informations professionnelles de tous les habitants et habitantes de Chine, ainsi que leur niveau d'éducation. Pour les aider, les Chinoises et Chinois sont invités à utiliser leur téléphone portable pour remplir quelques informations personnelles. Cette immense opération nationale est effectuée tous les 10 ans en Chine. Le dernier recensement remonte donc à 2010. 1,7 milliard d'habitants avaient été dénombrés, confirmant le statut de la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde devant l'Inde. En 2010, la dernière opération de recensement avait permis de démontrer une hausse de la population, passant de 1,29 milliard d'habitants à 1,37 milliard. Savoir combien d'habitants vivent en Chine permet de pouvoir anticiper l'évolution de la population et donc d'adapter les politiques publiques. Un bon recensement peut donner une image complète de la taille, de la structure et de la répartition de la population, ainsi que la tendance de l'évolution démographique, en facilitant l'élaboration des stratégies nationales de développement, a déclaré Ning Qitze, directeur adjoint de la Commission nationale du développement et de la réforme, lors d'une conférence tenue à Beijing pour promouvoir le recensement national. Un liquide inconnu a été découvert en mai dernier par des archéologues chinois dans une ancienne tombe datant de plus de 2000 ans. Selon l'agence de presse Chine Nouvelle, il vient d'être étudié et on en sait un peu plus sur ce mystérieux mélange. Des chercheurs chinois commencent à percer le secret du mystérieux liquide contenu dans une cruche découverte au sein d'une tombe datant de plus de 2000 ans dans la ville de Sanmexia, dans la province du Henan. L'étude a montré que le récipient contenait une boisson médicinale alcoolisée. Selon les scientifiques, ce mélange était utilisé pour arrêter les hémorragies et diminuer les inflammations. Les chercheurs continuent actuellement de l'analyser afin de recueillir plus d'informations à la fois sur les matières premières utilisées et sur son mode de préparation. La tombe en question a été découverte lors de fouilles réalisées dans le cadre d'un projet de rénovation de bidonville. Selon les scientifiques, elle date de l'époque de la dynastie Qin ou au début de l'époque des Han occidentaux. Son propriétaire pourrait avoir été à l'époque un fonctionnaire de Baran. La Chine a interdit en 2001 le recours à la GPA, la gestation pour autrui, à des fins commerciales ou altruistes, de crainte que des femmes dans le besoin soient exploitées. Mais pour des sommes allant de 30 000 à 60 000 euros, des couples peuvent avoir recours à des mères porteuses à l'étranger. Le problème, c'est qu'avec les fermetures des frontières en Chine, dues à la pandémie de coronavirus, des centaines de Chinoises sont séparées de leurs enfants nés de mères porteuses à l'étranger. La Chine a interdit en 2001 le recours à la gestation pour autrui à des fins commerciales ou altruistes, de crainte que des femmes dans le besoin soient exploitées. Mais pour des sommes allant de 30 000 euros à 60 000 euros, des couples peuvent avoir recours à des mères porteuses à l'étranger. Seuls quelques rares pays autorisent le commerce de GPA à l'international. La Russie et les anciennes républiques soviétiques comme l'Ukraine, la Géorgie sont les destinations les plus prisées par les couples chinois en quête de mères porteuses. Mais la fermeture des frontières et l'annulation des vols et des visas dus à la pandémie de coronavirus avaient séparé des centaines de Chinoises de leurs enfants nés de mères porteuses à l'étranger. La recrudescence des demandes de procréation pour autrui s'explique par l'augmentation des revenus, des taux élevés d'infertilité et le désir de couples âgés d'avoir un enfant. Près d'un couple sur 4 en âge de procréer en Chine souffrait d'infertilité, selon une étude publiée en 2017 dans la revue médicale The Lancet. Par ailleurs, les femmes chinoises choisissent de retarder la maternité en raison du coût de la vie élevé et des frais de garde d'enfants. Il n'y a pas de chiffres officiels sur le nombre de ces bébés chinois nés à l'étranger et séparés de leurs parents intentionnels à cause du coronavirus. La plupart des bébés nés à l'étranger n'ont pas de certificat de naissance car leurs parents ne peuvent pas voyager pour passer les tests ADN nécessaires afin de prouver leur filiation. Les autorités de certains pays ont délivré des permis spéciaux pour les parents intentionnels afin de récupérer leurs enfants malgré la fermeture des frontières. Le recours de stars comme Elton John, Cristiano Ronaldo, Nicole Kidman ou encore Kim Kardashian West à la procréation assistée pour agrandir leur famille a contribué à banaliser cette pratique controversée. À Changsha, il existe une boulangerie atypique où le silence règne. Les employés sont presque tous malentendants et s'expriment en langue des signes. Le patron allemand Uwe Bröttner fait le pari depuis 2011 de donner un travail à des personnes handicapées dans la grande ville où est installé son établissement qui sert des spécialités de son pays. Chaussons aux pommes, pain au potiron ou encore à la saucisse. Dans l'atelier derrière le comptoir, les jeunes apprentis ou employés malaxent, découpent,
et fourre la pâte au milieu des senteurs de farine. Uwe Brotner est venu à Changsha pour la première fois en 2002 avec une organisation caritative d'aide aux enfants malentendants. Le quinquagénaire a repris la boulangerie Bach en 2011 et depuis formé une vingtaine d'employés. La Chine compte entre 20 et 30 millions de sourds, dont l'intégration professionnelle reste un défi malgré la prise de conscience croissante des handicaps au sein de la société. Il est difficile de gagner de l'argent et de faire des études, explique Wan Ting, boulangère chez Bach depuis 2017, après un passage infructueux dans la publicité. Il faut en général connaître quelqu'un pour trouver un bon travail, déclare la jeune femme de 28 ans. La boulangerie est un domaine qui convient parfaitement aux malentendants, assure le patron. Il dit espérer que son initiative encourage davantage d'entreprises à embaucher des personnes avec un handicap. Mais pour les malentendants, la communication reste un obstacle majeur pour certains aspects du métier, comme la relation avec les fournisseurs, avec les clients et pour l'ouverture de leur propre établissement. 2 de nos boulangers très expérimentés ont essayé, mais ils ont tous les deux dû fermer leur boutique. C'était trop de tracas pour eux, regrette M. Brotner. La boulangerie Bach ne roule pas sur l'or, mais le lancement d'un service de livraison durant l'épidémie de Covid-19 a permis de maintenir l'établissement à flot et les nombreux reportages réalisés cette année par les médias chinois ont dopé les ventes. Elles ont quintuplé par rapport à l'an dernier, se réjouit M. Brotner, pour qui le principal défi aujourd'hui est de répondre à la demande. Pour finir ce journal, direction le Xinjiang au nord-ouest de la Chine, à la rencontre d'un des 56 groupes ethniques chinois, les Xibé. Ils sont connus pour leur riche culture, allant de leurs vêtements traditionnels à la broderie et au tir à l'arc. Allons découvrir le département autonome kazakh d'Ili au Xinjiang, où beaucoup d'entre eux vivent. Li Ping, 53 ans, brode un vêtement. Elle fait cela depuis 20 ans, une compétence transmise par ses parents et ses grands-parents. Pour elle, la broderie représente les traditions esthétiques uniques, Xibé. Je brode un arc et une flèche. C'est le modèle traditionnel pour les vêtements masculins. Nous utilisons différentes couleurs pour broder cela. Pour les vêtements féminins, la pivoine et le babillon sont les principaux motifs. Nous, les Xibo, croyons qu'ils sont des symboles de bon augure. L'utilisation de couleurs vives comme le rouge, le violet et le bleu suggère que ces vêtements sont faits pour les festivals et les mariages, mais ils ne sont pas produits en série. Bien au contraire, ces vêtements, ces chaussures et ces draps et couvertures sont principalement produits pour le peuple Xibé. Cela apporte de la joie à Li, malgré la fatigue qui vient avec. Comme je vieillis, ma vue n'est plus aussi bonne. Alors la broderie devient beaucoup plus difficile. Mais j'aime faire ce produit avec mes amis. Cela génère des revenus, mais nous transmettons aussi de notre propre culture. À quelques centaines de mètres de l'atelier de Li, c'est là que Zhao Yushu vit. C'est aussi un artisan. Zhao aime faire des arcs et des flèches à la main. Je suis né dans une famille de charpentiers, donc nous avons cette chose en nous pour travailler avec nos mains. Et le tir à l'arc fait partie intégrante de la culture Xibe parce que nos ancêtres l'utilisaient pour la pêche et la chasse. Nous avons donc enseigné le tir à l'arc à nos enfants quand ils étaient petits. Au milieu du XVIIIe siècle, le gouvernement de la dynastie des Qing a donné l'ordre de déplacer le peuple Xibé du nord-est de la Chine au Xinjiang pour consolider la frontière. Et le tir à l'arc est devenu une compétence importante pour le combat. La tradition persiste aujourd'hui, mais au lieu d'être utilisé dans la bataille, il est devenu le sport préféré des Xibé. Nous avons une école spécialisée dans l'enseignement du tir à l'arc. En fait, de nombreux athlètes de l'équipe nationale de tir à l'arc sont de notre district. Cela rend les Xibé très fiers. Bien qu'il n'y ait que 20 000 Xibé qui vivent ici, leur culture et leurs traditions sont bien préservées. Zhao et Li montrent que les gens ici sont très fiers de leur identité et s'assurent que ce qui appartient à cette identité vit toujours. Et c'est déjà la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et retrouvez toutes nos vidéos sur www.mandarintv.fr. Merci de votre fidélité. Excellente soirée ou excellente journée sur Mandarin TV.